sauf avec le décalage, je ne pense pas pouvoir rester jusqu'au bout, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, je vais partager mon écran et vous me dites si vous voyez ma slide. Oui, c'est visible. Parfait. Je vais juste mettre ça en mode diaporama. Alors, super. Comme ils l'ont introduit, on va parler des systèmes d'information de santé. Déjà, avec la présentation du Dr Gaillot, il a un peu touché sur tout ce qui est système d'information de santé, les problèmes d'accès aux données qu'on a en Guinée, par exemple. Ce sont des problèmes qui sont aussi présents dans différents pays. Donc, on va rapidement parler de ça. On va aussi parler d'intégration de données, parce que souvent, dans nos pays, on a différents petits outils qui contiennent des données qui sont un peu éparpillées. Et c'est difficile de faire de la cross analytics à partir de toutes ces données. Ensuite, on va parler d'un peu d'infra, surtout de cloud et l'hébergement on-prem. Quelles sont les options qui sont disponibles pour le stockage des données de santé. Donc, ce que j'avais prévu, c'est globalement ça. Donc, on allait faire une introduction sur le système de santé. On va parler d'un outil DHIS2 qui est utilisé presque dans tous les pays africains comme outil de système d'information de santé. Et aussi parler, comme je l'ai dit, de l'intégration de données. On pourra peut-être pas aller sur... j'ai aussi prévu une petite démo d'intégration de données entre différents systèmes. On verra si on arrive à arriver à ce niveau. Donc, sans plus tarder, on va parler des systèmes d'information de santé et tout. Comme vous le savez, si on regarde ici, en Guinée, la pyramide sanitaire, on a ce qu'on appelle la pyramide sanitaire qui va, par exemple, de la communauté au niveau des villages, du centre de santé, de la préfecture où vous avez, par exemple, les hôpitaux préfectoraux, les hôpitaux régionaux et puis au niveau du pays. À chaque niveau de la pyramide sanitaire, il y a un besoin de collecte de données et un besoin de prise de décision. Donc, en gros, le système d'information sanitaire, ça va faciliter la collecte de ces données, son stockage, l'échange entre les différentes structures de santé et aussi aider les politiques à la prise de décision par rapport à leur planning, etc. Et la définition des différentes politiques de santé publique. Donc, si on regarde ce graphique-là qui se trouve ici, on a de ce côté-là, du côté opérationnel jusqu'au niveau stratégique, c'est à ce niveau, par exemple, au niveau de la communauté, c'est le côté opérationnel où on va avoir de la collecte de données, où on va avoir, par exemple, des formulaires qu'on passe au niveau des villages, etc., des centres de santé. Au niveau des structures de santé, où on va avoir aussi des données qu'on collecte comme des registres, les dossiers patients, la surveillance des maladies épidémiologiques. Au niveau des districts, la même chose, où on fait de la surveillance, etc., jusqu'au niveau de la prise de décision au niveau national et puis des estimations, ainsi de suite. Donc, globalement, ça va être ça, un système d'information de santé. Voilà. Donc, ce graphique, vous pouvez le retrouver. J'ai mis toutes les références. Donc, c'est quoi le système d'information de santé? Comme la définition nous dit ici, c'est un cadre de travail pour gérer des données liées à la santé qui soutiennent la prise de décision et améliorent la prestation des services. L'objectif global, c'est de pouvoir améliorer les soins des patients, de permettre l'optimisation des ressources, parce que si on a les données sur nos différentes régions, par exemple, on peut savoir, lorsqu'on finance une structure de santé, on peut identifier dans quelle région on a besoin d'un hôpital, dans quelle région on a besoin de tel nombre de centres de santé, etc. Mais on ne peut pas prendre cette décision sans données, sinon on pilote à l'aveugle. Donc, ça participe à la gestion de la santé publique, ça permet aux décideurs de prendre des décisions éclairées et pour les projets de recherche aussi, comme nous tous, nous avons le problème d'accès aux données,
Ça va nous permettre après d'avoir accès à certaines données pour notre recherche. Quels sont les composants d'un système d'information sanitaire? Premièrement, vous avez les appareils. Donc, quand on parle d'appareils, donc ça va être tout ce que vous savez comme ordinateurs, les serveurs, les tablettes, les infrastructures, etc., qui permettent de stocker, de transférer et de récupérer des données. On a aussi la couche logicielle. Donc, ça va être différentes applications qui vont être utilisées, comme par exemple les dossiers médicaux électroniques, les systèmes de gestion de patients dans les hôpitaux, les plateformes de surveillance de maladies, ou bien les logiciels qu'on utilise pour la gestion de la logistique au niveau des pharmacies, etc. Donc, c'est différents logiciels. Mais en plus du matériel et du logiciel, on a ce qui nourrit tout ça, tout ce système, donc le noyau. Ce sont les données. Et ces données, elles sont collectées au niveau des structures de santé. Ça peut être des données de patients, des dossiers hospitaliers, des données de santé publique et des données administratives, par exemple la facturation et tout ça. Tout ça peut être pris comme étant des données composant le système d'information sanitaire. Mais pour que tout ça fonctionne, on a besoin des ressources humaines. Donc, par exemple, ça va être les personnes qui utilisent ce système, allant de la personne qui collecte les données, qui saisit les données dans le système, à la personne qui fait des analyses, à la personne qui manage les serveurs, etc. Donc, ça va être les prestataires de santé, le personnel informatique, les analystes de données et les administrateurs de différentes structures de santé. Et autour de tout ça, on a aussi des normes et protocoles parce qu'il y a plusieurs logiciels, il y a plusieurs applications qui existent, mais pour que ces applications plus tard puissent communiquer et échanger des données entre elles, il y a des normes qui ont été mises en place, des normes et protocoles qui vont régir, par exemple, la saisie, le stockage et le partage de ces données. Donc, il en existe au niveau international comme le HL7, ICT-10 et FAIA qui assurent par exemple l'interopérabilité entre différents systèmes de santé. Donc tout ça, en dernier, vous avez le processus et les différentes flux de données. Donc les données qui sont collectées, comment elles vont être traitées, comment elles vont être analysées et comment elles vont être partagées au sein du système de santé. Donc, c'est tout ça qui compose ce qu'on pourrait appeler un système d'information de santé. Donc, ce n'est pas que le matériel, les serveurs, ce n'est pas que le logiciel, ni les ressources humaines, c'est cet ensemble-là qui va composer ce qu'on appelle le système d'information de santé. Et il y en a plusieurs types de systèmes d'information de santé, allant des dossiers médicaux, des systèmes d'information hospitaliers, des systèmes d'information de santé publique. Au niveau du laboratoire encore, ils ont leur système d'information où ils font les analyses, les résultats, etc. Il y a, par exemple, la gestion d'approvisionnement des différents médicaments, les fournitures, etc. Et la surveillance des maladies. Par exemple, si on prend la Guinée, lorsqu'il y a eu Ebola, on manquait de système de surveillance de maladies. Même récemment, pendant cette semaine, il y a plusieurs parents qui se plaignent qu'il y a les enfants sont malades, ils ont la toux, etc., mais personne ne communique autour. C'est parce qu'il n'y a pas à la base un système d'alerte efficace qui va détecter que dans les différentes structures de santé, nous avons cette maladie qui revient, ainsi de suite. Peut-être qu'il faut faire une investigation et alerter. Donc, ce sont les types de systèmes d'information sanitaire qu'on peut retrouver. C'est quoi son importance? Comme je l'ai dit, c'est de pouvoir suivre les progrès vers les objectifs mondiaux de santé. Donc, ça va nous permettre d'avoir de la donnée qui vont permettre aux différentes organisations comme l'OMS et notre ministère de la Santé et autres de suivre les différents indicateurs pour l'objectif de développement durable. Aussi, permettre de faire de la préparation et de la réponse aux épidémies. Quand il y avait eu Covid, donc ça a été détecté, il y avait eu un système qui a été mis en place pour pouvoir collecter les différentes informations sur les cas de Covid, etc. Comme Ebola, vers la fin aussi, il y avait ce type de système. Donc, permettre aussi une équité en santé. Donc, ça permet d'identifier des disparités d'accès à la santé
Et les résultats que ça donne, ça guide les interventions dans les communautés. Donc, on peut dire, par exemple, en Haute-Guinée, dans telle zone, etc., ces populations-là, ils n'ont pas accès à une structure de santé adéquate. Donc, il faut peut-être investir dans cette région. On peut dire à Zéreco, il manque ça, etc., au lieu d'investir tout sur Conakry. Donc, ça permet aussi d'assurer une certaine équité et, comme je l'ai dit, l'allocation des ressources. Donc, le gouvernement devrait utiliser ces données issues du système d'information sanitaire pour pouvoir faire l'allocation de différentes ressources. Donc, quelques exemples d'outils qui sont utilisés. Là, j'ai une sélection d'outils que open source. Donc, il y a des outils propriétaires qui existent, mais là, je suis focus sur des outils open source qu'on appelle Digital Public Goods. J'ai mis un lien là pour vous. Il y en a dans tous les domaines, pas que dans la santé. Donc, des outils qui sont open source, accessibles et qui ont une très forte communauté, atteignent une certaine maturité pour la plupart, qui ont été utilisés pendant plus de 20 ans, qui sont utilisés dans les différents pays. C'est important de connaître ces outils pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est système d'information de santé, car ça vous apporte une certaine ouverture. Donc, on a par exemple la plateforme qui est connue, DHS2. On va aller Après, j'ai des slides spécifiquement pour le DHS2 pour parler de ça. Mais globalement, c'est une plateforme qui permet la collecte, l'analyse et le reportage de données. On peut l'utiliser pour faire la surveillance des maladies et suivre des différents programmes de santé, que ce soit le PER, le PALU, etc. Donc, dedans, on a par exemple de la visualisation de données. On peut faire de la collecte mobile. Donc, avec une tablette Android ou un téléphone, on peut collecter offline des données et on a des outils de reportage. Le second, c'est OpenMRS. Donc, ça permet de faire, par exemple, un dossier médical électronique dans les hôpitaux. Il peut être utilisé par différents programmes, VIH, SIDA ou dans des structures où on donne des soins de santé primaires. Donc, dedans, on peut configurer des différents formulaires, on peut avoir des tableaux de bord pour les différents patients. Et à l'intérieur, récemment, il y a des initiatives, par exemple, pour ajouter de l'IA dessus, pour permettre à l'aide de décision. Donc, c'est un support de décision avec de l'IA. Comme Kia, par exemple, aussi, c'est un outil, une plateforme mobile qui permet de faire de la collecte offline. C'est beaucoup utilisé dans la santé, mais pas que. Donc, ça permet, par exemple, de faire des collectes de données sur la santé maternelle et infantile, la nutrition, la surveillance des maladies, etc. Et vous connaissez aussi CHT, Community Health Toolkit, ODK, ainsi de suite. Il y a plein d'autres outils. Vous verrez dans le lien, tout ça, ce sont différents outils qui peuvent être utilisés dans différents contextes. Mais généralement, ces outils, on essaie de les faire communiquer entre elles. Donc, dans un contexte, on peut utiliser comme Kia, OpenMRS, ODK, etc., DHS2. Mais pour que le système d'information fonctionne, il faut que ces outils puissent partager des données et qu'elles soient interopérables. Donc, justement, ça va être la prochaine slide. Donc, le défi de la mise en œuvre des systèmes d'information sanitaire. Comme vous voyez, il y a plusieurs outils. Et comme Dr Gayo l'a précisé, pour la santé, on a eu ce problème en Guinée. Il y a eu plusieurs partenaires qui sont venus. Chaque partenaire vient avec son outil. Il l'implémente dans une zone spécifique. Et derrière, le ministère n'arrive pas à capter tout ça, à filtrer pour que toutes ces organisations s'alignent et investissent sur le même outil ou que les outils qu'on met en place puissent communiquer entre elles pour avoir une certaine intégration de données. Donc, c'est des grands défis pour la mise en place du système d'information sanitaire. Donc, l'intégration des données de différentes sources, les données venant des hôpitaux, des laboratoires, les données de santé publique, de surveillance, ça reste un grand problème parce que souvent, ils sont stockés à des endroits différents, des formats différents et ces outils ne communiquent pas entre eux. Ensuite, on a l'interopérabilité. Donc, il faut assurer que différents systèmes et applications puissent communiquer entre elles et échanger des données. Ça permet, par exemple, d'éviter la double saisie, etc., et d'avoir les données au même endroit pour faire certaines analyses.
il y a des problèmes de sécurité et de confidentialité des données. Vous savez que les données de santé sont très sensibles, donc il y a un vrai souci de sécurité et de confidentialité. Donc, il y a souvent des violations qui peuvent entraîner des préjudices personnels ou financières lorsque des personnes mal intentionnées ou des personnes qui ne doivent pas avoir accès à l'information ont accès à l'information. Souvent en Guinée, on a ce problème-là lorsque on veut accéder aux données. Il y a tout un process derrière qui n'est pas clair pour pouvoir accéder. C'est souvent la raison. Parce que quand ce sont des données individuelles, des données de patients, des données non anonymisées, le ministère a souvent peur de donner accès à n'importe qui. Donc, voilà. Donc, il y a aussi un souci de capacité. Donc, la mise en place d'un bon système d'information sanitaire, ça demande plusieurs profils, etc. Donc, il faut vraiment du personnel doté de différentes ressources pour pouvoir maintenir tout ça. Et la durabilité. La durabilité, je l'ai ajouté dans le sens où, dans le contexte africain, c'est souvent les ONG qui viennent implémenter ça avec un budget, un financement, peut-être sur 2, 3, 5 ans. Mais lorsque ce financement s'arrête, il n'y a plus de continuité parce qu'on n'arrive pas à la fois avoir des capacités en local de maintenir ça, ou le ministère ne reprend pas la maintenance de ces systèmes puisqu'il faut les maintenir. Et quelles sont les tendances dans les systèmes d'information sanitaire? On a ces outils génériques, ces gros outils qui sont là, mais les nouvelles tendances, c'est l'IA. Donc, l'IA appliquée au système d'information sanitaire. Donc, avec toutes ces données, les gens maintenant essaient, au lieu d'avoir juste des tableaux de bord classiques sur ces données, de pouvoir injecter de l'IA pour prédire les résultats de santé, aider à la prise de décision et aussi l'optimisation des ressources. Il y a la blockchain aussi qui a un potentiel pour la sécurité des données sanitaires. Surtout sur le stockage immuable des données, le fait de décentraliser et que certaines actions soient transparentes. Il y a la télémédecine. Je pense qu'il y a en Guinée certaines qui essaient d'implémenter certaines choses aussi. Donc, il y a la télémédecine qui se développe et surtout l'amélioration de l'interopérabilité. Maintenant, la tendance est on peut avoir différents outils, différentes applications et autres, mais il y a des normes qu'il faut respecter pour pouvoir après facilement échanger les données de façon transparente entre les différents systèmes. Il y a surtout une norme, un protocole, le FHIR, c'est Fast Healthcare Interoperability Resource. La plupart de ces applications maintenant, lorsqu'on sont développées, ils font de sorte que ce soit respecté pour permettre après facilement l'intégration avec d'autres systèmes. Donc, cette première partie, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que les systèmes d'information sanitaire sont essentiels pour tout ce qui est santé, tout ce qui est gestion santé mondiale. Ce sont les outils vitaux pour la prise de décision fondée sur les données. Aujourd'hui, on a l'IA, mais pour que l'IA vraiment fonctionne, il nous faut de la donnée sur laquelle entraîner nos différents modèles, etc. Donc, il faut qu'on ait vraiment des systèmes d'information de santé efficaces qui collectent les données au niveau de nos différentes structures pour pouvoir les exploiter. Donc, à mesure que la technologie évolue, le SIS continuera à s'étendre avec de nouvelles fonctionnalités, intégrer de nouvelles données pour pouvoir améliorer la prestation des services de santé mondiaux. Ça va conclure la première partie. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça. Avant qu'on attaque le DHIS2, qui est une application qui est utilisée pour le système d'information sanitaire. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle ou en ligne. Oui, moi je préfère d'aller et à la fin, on va poser des questions parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps. D'accord, ça marche. Alors, on va parler globalement de DHIS2. C'est l'un des outils que j'avais listé tout à l'heure. Bon, vous verrez des coquilles parce que de base, la slide, elle est en anglais. J'ai essayé de la traduire rapidement. Voilà. Donc, c'est quoi le DHIS2? C'est une plateforme logicielle qui est open source. Elle permet de collecter, analyser, et, visualiser, partager des données. Donc,
il a un modèle de données derrière qui prend à la fois en charge des données agrégées et des données individuelles. Donc, on peut à la fois collecter des données qui sont complètement agrégées, anonymes et autres, et des données individuelles comme des données de personnes. Donc, on peut faire du suivi, gérer les différents événements, etc. On peut faire de la saisie en ligne et hors ligne il y a un portail web. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis, on a aussi l'application Android qui permet de faire de la collecte offline. On peut aussi, pour certains cas, avec l'application Android, envoyer des SMS lorsqu'on n'a pas Internet qui vont être transférés au niveau du serveur. Donc, c'est un système d'information sanitaire. Il est mondial. Je vais vous montrer ça sur la carte, là où le DHS2 est déployé. Si vous voyez ici parfois on a du bleu. Ces pays-là l'utilisent comme système d'information sanitaire. Donc, c'est important de connaître ça parce que souvent, lorsqu'on demande d'accéder aux données, que soit on nous donne un compte sur cette plateforme pour pouvoir avoir accès, extraire, exporter nous-mêmes les données. Ça peut être fait par API ou même à partir de l'interface. Donc, presque tous les pays africains l'utilisent. En Guinée, c'est depuis 2016. Fin 2015-2016, juste après Ebola, ça a été mis en place. Donc, il y a énormément de données qui sont collectées sur différents programmes de santé en Guinée à travers le DHS2. Et il n'est pas utilisé que par les pays. Il est aussi utilisé par différents projets et organisations pour leurs besoins internes. L'autre chose aussi, il n'est pas utilisé que pour la santé. De base, il a été fait pour la santé, mais maintenant, il est utilisé pour le climat, pour la logistique, pour l'éducation, l'agriculture, etc. Donc, vu que c'est un outil générique. À quoi ça ressemble? Donc, principalement, il y a un module d'analyse de données. Donc, toutes les données qu'on collecte sur cette plateforme, on a la possibilité de faire de l'analyse, comme vous voyez ici, et d'avoir des dashboards directement au sein de l'application. Et ça, c'est customisable. Les utilisateurs eux-mêmes peuvent créer leur dashboard, leur analyse directement à partir de l'interface web, à partir des données qu'ils collectent. Donc, il a des fonctionnalités de visualisation des données avancées qui sont dynamiques. On peut avoir des cartes, des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et tout ça combiné sur un dashboard. En termes de collecte de données, on a l'option de collecte individuelle. Dans le jargon DHS2, ça s'appelle tracker. Donc, par exemple, on peut enregistrer une personne qui visite un hôpital ou disons, visite prénatale d'une femme. On peut l'enregistrer, faire les différents suivis, etc. Identifier la femme, planifier les rendez-vous, faire des rappels par SMS, etc. Tout ça peut être configuré au sein de la plateforme. Donc, au lieu de faire un suivi manuel au niveau d'un registre, on peut utiliser l'application DHS2 pour pouvoir faire ça. Et tout ça avec la possibilité de travailler offline juste avec une application Android. Voilà, donc c'est ça l'application Android. Elle nous permet justement de pouvoir collecter des données de façon offline. Donc, tu as la même expérience utilisateur que sur le web. Donc, elle permet d'atteindre le dernier kilomètre. Donc, une fois configurée sur la tablette, il y a la fonctionnalité full offline. Tu vas aller collecter les données. Et une fois que tu as Internet, tu peux synchroniser au niveau du serveur. Sinon, s'il n'y a pas Internet, il peut y avoir une passerelle SMS au pire pour envoyer les données. Et le DHS2, ce n'est pas que de la collecte de données. Donc, il y a son point fort surtout, pourquoi il est beaucoup utilisé, c'est la flexibilité par rapport à l'intégration des données. Donc, on peut avoir de la saisie directe sur le portail web, de la saisie à partir de l'application Android, tout comme on peut pousser des données à travers son API. Donc, en termes d'intégration de données, nous avons la possibilité d'utiliser l'API qui est très robuste et qui est complètement ouvert, bien documenté pour pouvoir pousser des données vers la plateforme ou
ou récupérer des données dans la plateforme. Ça permet de pouvoir faire de l'intégration facilement. L'autre chose, pour DHSE, il a des formats de données standards qui peuvent être utilisés dans d'autres systèmes. Donc, le design de la base de données derrière, c'est très flexible. Donc, on peut correspondre les données à d'autres. On peut les codifier pour pouvoir les intégrer, par exemple, à un système de logistique, etc. Il y a l'OMS, par exemple, qui travaille sur des paquets de données standardisés. Comme si vous voulez faire la surveillance d'une maladie spécifique, généralement, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Il y a déjà des paquets qui sont disponibles que vous pouvez aller télécharger, importer dans votre système. Parce que lorsque vous l'installez, il est vide, il n'y a presque rien, mais vous pouvez déjà importer ça et ne pas réinventer la roue et modifier si vous le voulez. Il y a aussi le DHSE AmHub, c'est une forte communauté derrière DHSE. Il y a plusieurs applications qui sont développées par différentes organisations, différents use cases qui sont déjà disponibles, que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins. Tout comme vous aussi, vous pouvez développer on top of DHSE, c'est-à-dire vous pouvez faire des applications custom qui fonctionnent avec DHSE. Voilà. Donc, quelles sont les applications courantes? Comme je l'ai dit, cette plateforme est utilisée à la fois dans la santé, la surveillance des maladies, le climat, la logistique, dans l'éducation. Et récemment, il y a même un projet sur l'agriculture, donc la collecte de données sur l'agriculture et autres, pour permettre la planification des champs. Il y a un use case DHSE par rapport à ça. J'ai une vidéo que vous allez pouvoir regarder après qui présente comment la saisie de données est faite, les différents types de saisie, comment le dashboard fonctionne, etc. Je partagerai ça après, vous pourrez regarder. Voilà. Donc, on peut passer à la partie 3 où j'ai voulu parler d'intégration de données. Parce que souvent, quand on pense santé, on pense plus qu'aux hommes. Alors que santé, c'est à la fois santé humaine, santé animale et puis l'environnement. Donc, c'est différents secteurs. Et ces différents secteurs-là, ils sont liés. Donc, souvent, si on voit Ebola, Covid, etc., quand on voit la source des maladies, la plupart du temps, c'est une source animale. Donc, il est important d'interconnecter toutes ces données-là pour pouvoir prédire, par exemple, s'il y a une épidémie qui va venir. Parce qu'il faut aussi surveiller la santé animale et environnementale. Ce qui est là, il y a le concept One Health, une seule santé. Donc, le One Health reconnaît que la santé des humains, des animaux et de l'environnement sont interconnectés. Donc, elle promeut des systèmes qui sont intégrés. Par exemple, toutes les maladies zoonotiques que nous avons, donc 60% des maladies infectieuses chez l'homme proviennent des animaux. Donc, on a Covid, Ebola, grippe aviaire, etc. La santé des environnements, donc des facteurs comme la pollution, donc, la surveillance de la qualité d'air, la déforestation, le changement climatique, aussi contribuent à des problèmes de santé qui affectent les humains. Donc, il est important de pouvoir avoir accès à toutes ces données-là, les intégrer entre elles et pour faire des prédictions. Donc, c'est quoi l'avantage? Donc, déjà, on a la fragmentation des données. Donc, avec des systèmes traditionnels où la santé humaine, la santé animale et l'environnement ne sont pas au même endroit, ne sont pas intégrés. Donc, ces données-là empêchent la surveillance efficace et la réponse opportune. Donc, l'avantage, c'est quoi? Ça va être détection précoce des épidémies de maladies zoonotiques, par exemple. Donc, des réponses coordonnées aux menaces de santé publique. Donc, tout ce qui est résistance aux antimicrobiens, maladies à transmission vectorielle, etc. Lorsqu'on fait la surveillance combinée, on arrive à faire des réponses coordonnées. Et aussi le développement holistique des politiques de santé et de l'environnement. Donc, les outils utilisés pour avoir une santé intégrée, comme on l'a dit, on a le DHS pour le One Health. Le DHS2 peut être utilisé pour à la fois capturer
les données de la santé humaine, animale et environnementale, avoir ces données-là au même endroit pour soutenir un système intégré. Par exemple, en Tanzanie, vous pourrez faire des recherches dessus. Le DHS2 est utilisé pour surveiller à la fois les données humaines, animales et aussi pour permettre l'alerte précoce des maladies zoonotiques. Il y a un autre outil aussi qui est utilisé, lui c'est un outil de collecte mobile, le Community Health Toolkit. Donc les agents de santé de première ligne, ceux qui sont sur le terrain, peuvent intégrer les facteurs environnementaux comme par exemple la salubrité de l'eau. Donc s'il y a un problème de salubrité d'eau dans une zone, la lutte antiparasitaire, etc., dans les soins de routine. On a un autre outil aussi, comme Care for One Health, donc, qui est adaptable au programme de santé animale. Il est utilisé, par exemple, pour suivre la vaccination du bétail, le suivi de la propagation des maladies zoonotiques et l'intégration des indicateurs de santé, ainsi de suite. OpenMRS, qui est utilisé au niveau des hôpitaux, peut être aussi utilisé pour suivre des données de santé animale. En termes de normes d'intégration, tous ces outils-là, elles doivent respecter, par exemple, ces normes-là qui sont définies, le HL7FIRE. Donc, c'est une norme qui est utilisée, qui prend en charge l'échange de données entre les différents systèmes de santé. Donc, si on a un système qui collecte des données humaines, santé animale et environnementale, il faut on peut avoir 3 différents systèmes, mais il faut que ce système-là puisse communiquer entre eux pour envoyer les différentes données. Donc, ils peuvent utiliser cette norme-là. C'est comme aussi le Logical Observation Identifier Names and Codes, donc le LOIN. Donc, lui, il permet de normaliser les données, donc liées aux résultats des laboratoires et aux observations cliniques entre les différents secteurs. On a cet autre SNOMED City, c'est un système de terminologie clinique qui soutient l'enregistrement détaillé des données. Donc, pour enregistrer une donnée dans la médecine humaine, vétérinaire et autres, il y a de la codification, donc il faut respecter cette norme-là. Donc, comme défi, on a le CEO des données, donc les agents de santé, vétérinaires et environnementaux qui sont complètement indépendants, ça pose un problème. Donc, ça entraîne une certaine fragmentation de données. Il y a aussi des préoccupations par rapport à la confidentialité, parce qu'à partir du moment où on essaie d'intégrer toutes ces données-là, il faut aussi mettre des mesures en place pour pouvoir assurer que le partage des données entre les différents secteurs soit sécurisé. Donc, il y a aussi des barrières techniques et infrastructurelles. Souvent, chez nous, quand on parle de l'environnement, souvent, ils n'ont pas de budget. La santé animale, ils n'ont pas de budget, etc. Donc, ils ont du mal à suivre ce que le ministère de la Santé fait. Donc, il y a aussi ces problèmes d'infrastructure qui peuvent empêcher l'intégration des différentes données. Donc, ça, c'est quelques exemples que nous avons. Au Rwanda, par exemple, ils ont un système intégré de maladies zoonotiques. Donc, ils ont utilisé le DHS2 qui intègre des données sur la santé humaine et animale. Donc, ça les permet de faire ça les permet de faire de la détection précoce des maladies comme la rage, la brucellose, etc. Au Kenya, c'est la même chose. Ils ont une plateforme unique où ils peuvent retrouver à la fois toutes ces données-là. Et l'Inde aussi a adopté une approche une seule santé où à la fois santé humaine, santé animale et environnement peuvent avoir des actions coordonnées contre la propagation de la résistance antimicrobienne. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, vous aurez les données en temps réel de différents secteurs qui vous permettent de détecter rapidement et de coordonner des réponses. L'efficacité des ressources. Donc, il y a des ressources qui peuvent être réutilisées et non dupliquées. Donc, ça permet de faire une gestion efficace entre les secteurs. Donc, et l'amélioration de la politique de prise de décision. Donc, la prise de décision, ça ne va pas être que humaine. Ça, à la fois, ceux qui travaillent dans les différents secteurs humains, animal et environnemental peuvent prendre des décisions plus éclairées parce qu'ils ont accès aux données de différents secteurs. Voilà. Donc, ça va clôturer cette partie.
Et sur la partie 4, c'était plus parce qu'on parle de données et tout. Toutes ces données-là, il faut savoir que ce sont des données énormes. Professeur Gaye a dit qu'on a 100 Tera dans notre data center, mais sur le long, lorsqu'on veut collecter toutes ces informations à la fois pour la santé humaine, santé animale et environnementale, il nous faut du stockage et du compute et du calcul. Donc, d'où on a tendance récemment à parler du cloud computing. Donc, il y a, donc, dans le domaine sanitaire, ça implique pour la plupart du temps le stockage, la gestion et le traitement des données de santé sur des serveurs distants. Quelle est son importance dans la santé? C'est surtout plus par rapport à la quantité croissante des données qui sont générées à partir de dossiers patients, des programmes de santé publique, les systèmes d'information sanitaire, etc. Donc, le cloud permet d'avoir des solutions évolutives et flexibles pour gérer les données efficacement. Donc, c'est quoi ça? Ça va être les différents avantages. Je vous laisserai lire ça. Donc, notamment l'évolubilité, rentabilité, accessibilité des différents des données, l'interopérabilité entre les différents systèmes et tout. Et puis, les récupérations après sinistre, parce que par défaut, au niveau du cloud, vous avez des outils qui vous permettent de facilement gérer ça. Quoique certains pays préfèrent l'hébergement local. En Guinée, ça a été le choix, par exemple, pour le DHS2, c'est hébergé localement. Mais ça implique aussi avoir de la main-d'œuvre sur place, de personnes formées pour pouvoir maintenir cela. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez parce qu'on est dans un public tech. Donc, c'est les principaux fournisseurs, il y en a d'autres. Donc, AWS, Azure et Cloud. J'ai ajouté ça parce qu'ils ont des fonctionnalités spécifiques orientées santé. Donc, généralement, lorsqu'on veut héberger des données de santé sur ces plateformes-là, on ne va pas aller, par exemple, directement prendre le SE2 et configurer comme on veut. Ils ont des outils spécifiques, par exemple, AWS, ils ont le Health Lake pour les données structurées et non structurées, côté santé. Chez Azure, ils ont ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça? Azure aussi, ils ont des outils qui permettent de faire de l'analyse des données sanitaires directement, qui sont déjà fine-tunés. Et Google Cloud, eux, ils sont très actifs dans le domaine de la santé. Ils supportent, par exemple, l'initiative, ils ont ce qu'ils appellent Google Cloud Healthcare API, où tu as accès à plein de données de santé. Et pour ceux qui recherchent des données pour entraîner leur IA et autres, vous pouvez explorer ça. Ils ont beaucoup de datasets, pas forcément de la Guinée, mais vous pouvez retrouver des données pour un peu jouer. Et ils soutiennent des initiatives comme FIRE, HL7 et autres. Tout ce qui est interopérabilité autour des données de santé. Donc, les considérations à prendre en compte lorsqu'on décide d'aller sur le cloud, bien sûr, ça va être les réglementations de confidentialité de données. En Guinée, je ne sais pas si on a une réglementation par rapport au cloud, mais ailleurs, il y en a. Aussi, le chiffrement, il faut penser à chiffrer ces données, le contrôle d'accès, s'assurer que l'accès c'est basé sur les rôles. Donc, que seulement le personnel autorisé peut avoir accès aux différentes données. S'assurer qu'il y a de l'audit sur les données, donc des journaux détaillés, toutes les actions liées à l'accès et à la modification de données doivent être enregistrées pour pouvoir être auditées après. Et aussi s'assurer que pour certains pays, il y a la résidence des données. Toutes ces plateformes cloud-là, souvent, ils ont des régions et des zones. En Europe, par exemple, ils peuvent choisir pour dire je veux que ces données soient stockées dans cette zone. Mais si ce n'est pas le cas pour l'Afrique, souvent les gens optent pour avoir les données hébergées dans leur propre infrastructure. Donc ça va être la bonne pratique. Sauvegarder régulièrement les données, la planification de la récupération après sinistre. Souvent, on fait des backups lorsqu'on met en place certains systèmes, mais on ne teste jamais nos backups. Et quand un incident arrive, c'est là qu'on se rend compte que notre backup, en fait, il ne fonctionnait pas. Et tout. Donc, pensez à tout ça. Pensez à de la redondance de données.
s'assurer qu'on respecte toutes les conformités et tout. Puisque souvent, vu qu'on évolue, nous jeunes, en mode start-up, on veut coder cette app, etc. Il faut se rassurer aussi qu'on respecte les différentes normes et tout, et mettre en place le système de surveillance en temps réel et alerte par rapport à ce qu'on a mis en place. Quelques exemples. Par exemple, la gestion de la vaccination contre le Covid. Aux États-Unis, il s'était hébergé sur AWS. En Inde, ils ont une plateforme de télémédecine qui est sur Azure et tout. Et vous avez les données, ce que je disais tout à l'heure, de santé mondiale sur Google Cloud. Si vous avez accès à Google Cloud, vous pouvez rechercher. Ils ont des données sur la santé mondiale. Souvent, c'est géré par l'OMS. Ils collaborent avec l'OMS pour avoir accès à ces données-là. Donc, ça va vous permettre dans vos études, des recherches et autres, d'avoir accès à de larges datasets de données pour pouvoir faire vos recherches et autres. Et c'est orienté monde, etc. Maintenant, je parlais de l'auto-hébergement. Donc, pourquoi auto-hébergement? Parce que quand on parle de santé, vu que c'est des données sensibles, souvent les gouvernements ils ne veulent pas avoir les données sur le cloud, etc. Ils veulent, pour des raisons que je trouve normales, par exemple la souveraineté de données, ils veulent que les données restent dans les frontières nationales, la confidentialité, la conformité. Donc, il y a des réglementations qui existent, qui peuvent exiger que le stockage soit en Guinée, dans le pays. Je pense en Guinée, c'est le cas pour certains types de données. Donc, des exigences clés d'infrastructure, ce qui veut dire si on veut héberger en local, on va investir sur l'infrastructure. Donc, l'achat de serveurs physiques, de centres de données, etc. Ce qui peut coûter de l'argent et prendre du temps et tout. Donc, côté sécurité aussi. Donc, il faut vraiment de la main-d'œuvre pour avoir des trucs robustes, côté pare-feu, chiffrement, avoir une expertise IT et conformité. Tout ça, les défis de l'hébergement local, c'est surtout par rapport au coût de l'infrastructure et de la maintenance. L'évoluabilité, donc, c'est souvent plus difficile de faire évoluer l'infrastructure locale. La maintenance aussi, qui demande beaucoup de choses par rapport à la mise à jour continue. Donc, cas d'utilisation, en Guinée, c'est hébergé dans le pays. Certains prestataires de soins de santé ont des préoccupations strictes concernant la confidentialité. Il y a certaines mêmes structures, certains hôpitaux, ils préfèrent héberger eux-mêmes leurs données. Voilà. Maintenant, toutes ces données-là, vu qu'on a dit c'est une grande quantité de données. Donc, lorsqu'on est en mode développement, l'application n'est pas lourde, on n'a pas beaucoup de données et tout. Mais à partir du moment où on collecte des données à l'échelle nationale ou régionale ou même mondiale, on a des problèmes de gouvernance de données. Donc, il faut mettre en place des politiques qui permettent la gestion efficace de ces données-là. Mettre en place un système de gouvernance approprié, qui assure la responsabilité des rôles clairs et autres. Que si c'est des données sensibles, il faut que ce soit défini pour pouvoir gérer ces données-là. S'assurer aussi qu'il y a de la qualité de données. Donc, on a besoin de données, l'exactitude des données, valider que les données qui sont dans le système sont exactes, de la cohérence, que ces données-là sont fiables sur les plateformes, qu'elles sont à jour, ça c'est l'actualité, que ces données-là sont à jour et qui permettent de faire la prise de décision. Si on a un système, par exemple, de surveillance, on a besoin de l'information tout de suite. Donc, s'il y a, par exemple, un cas d'Ebola dans une zone spécifique, on ne veut pas avoir l'information dans une semaine. On veut avoir l'information tout de suite pour pouvoir intervenir. Donc, voilà, la complétude. Donc, éviter aussi que des lacunes dans les données. Souvent, je pense en Guinée, c'est le plus grand problème qu'on avait. On a souvent, on met en place le système, après l'utilisation, le suivi, la saisie des données dans le système ne suit pas. Et ça peut être très contraignant. Donc, il faut mettre une politique en place pour pouvoir gérer tout ça. Donc, l'autre chose, il faut partitionner les données lorsqu'elles commencent à être trop grandes.
Donc, quand vous avez un grand ensemble de données, il faut les mettre en petits morceaux qui sont gérables et qui sont facilement stockables. Donc, vous pouvez les partitionner, par exemple, par période, par année, par mois, les regrouper par différents types de programmes de santé qui va permettre après facilement l'exploitation. Donc, utiliser des entrepôts de données pour centraliser. Donc, si vous avez des données venant de différentes sources, il faut utiliser des entrepôts de données pour ça. Vous pouvez utiliser des outils ETL pour mettre en place des processus de mouvement de données entre les différents systèmes. Ou même mettre de l'acte de données, de data lake pour stocker vos données sanitaires brutes qui sont non structurées, etc., pour une future exploitation. Donc, il faut un cadre, des stratégies qui vont être mises en place pour orchestrer, par exemple, la mise en place des différents systèmes d'information sanitaire. Donc, un système à l'hôpital, un système au labo, etc. Il faut que ces systèmes puissent communiquer. Donc, il faut un cadre d'interopérabilité, définir un cadre qui va permettre d'intégrer ces différents systèmes plus tard et tout, implémenter des bus de services d'entreprise qui permettent vraiment d'avoir l'intégration entre ces différents systèmes. Comme on l'a dit, une intégration de données transsectorielles du type One Health, santé humaine, animale et environnementale. Donc, je reviens encore une fois sur les normes, FAIA, HL7. Je pense pour tous qui veulent travailler sur la santé, il faut vous documenter sur ça, ces tendances et tout. Et ce sont ces normes qui sont utilisées pour développer des outils qui peuvent être interopérables entre elles. Voilà. Et l'autre chose que j'ai voulu ajouter, une chose que vous connaissez déjà, donc le rôle des API dans l'interopérabilité. Souvent, bon, si on code nous-mêmes notre application ou on déploie ça quelque part, on ne pense souvent pas à ça, mais il faut mettre en place une API qui va vous permettre après de facilement intégrer votre outil avec d'autres systèmes. Pour la data integration, là aussi j'ai mis une liste que des outils open source qu'on peut utiliser, par exemple, entre les différents systèmes. Si vous avez des données dans DHIS2, dans Community Health Toolkit, dans Compia, vous pouvez utiliser ces outils pour pouvoir transférer les données d'un système à un autre. Vous avez Apache NiFi, OpenFN, OpenHIM, et ça aussi, c'est dans la liste des outils Global Digital Goods. Vous pouvez les retrouver dedans, Apache Airflow, Mir Connect, etc. Et ceux-ci peuvent être utilisés dans différents use cases. J'ai une démo pour OpenFN, par exemple, pour connecter Compia à DHIS2. Peut-être que je pourrais vous montrer la démo et vous pouvez tester vous-même. Voilà. Donc, système d'information sanitaire au Kenya, et ils ont eu le même défi, mais ils ont intégré, par exemple, le DHIS2 avec un autre outil en utilisant OpenHIM. Au Mozambique, ils ont FAIA, ils ont adopté la norme FAIA et OpenAI pour HIE pour échanger les données nationales et tout. Aux États-Unis, ils utilisent les mêmes normes aussi, HL7 et FAIA pour pouvoir faire de l'interopérabilité. Et tous ces pays-là, la plupart des pays, ils sont à ce stade parce que maintenant, ils ont différents outils du labo, des hôpitaux, systèmes d'information sanitaire. La plupart des pays sont à ce stade actuellement. Faire en sorte que ces outils-là, ils communiquent entre eux. Donc, il y a aussi de la main-d'œuvre qui est requise pour ça. J'ai prévu une petite démo. Je vais voir si ma tablette elle fonctionne. Je vais montrer ce que je veux faire. En attendant, pour ceux qui ont Internet, ils peuvent aussi tester. Donc, si vous pouvez soit scanner ce QR code-là ou aller sur, si vous avez Android, malheureusement, ça fonctionne que sur Android, télécharger l'application Compia. Ensuite, vous pourrez entrer ce code. Oups.
Ensuite, vous pouvez entrer ce code-là et autres. On va le faire ensemble. Donc, je vais juste brancher ma tablette et puis on va le faire ensemble. Non? Ok, parfait. Je vais dire ça d'abord. Donc, l'idée, ça va être ça. L'idée, ça va être ça. J'ai deux serveurs et tout. Le premier serveur, c'est quelque chose, c'est du DHS2. C'est à ça, ça ressemble. Je vais juste me connecter dessus. Il y a un serveur Tesla. C'est un serveur démo. Vous pouvez même accéder à ce serveur. Vous allez voir lorsqu'il va se charger. Il y a des données de démo dedans qui sont basées sur la Sierra Leone. Donc, à partir de HS2, on peut construire ces types de dashboards. Et voilà, et on a des modules, différents modules. Tous ces modules-là, ils permettent de faire une tâche spécifique. Là, par exemple, j'ai des modules d'entrée de données, etc. Et ce qui nous intéresse pour nous, c'est que j'ai créé un petit formulaire de collecte de données sur cette plateforme qui s'appelle Demo quelque part. Ouais. Il y a Demo Case Notification. C'est juste un petit exemple. Ça n'a pas forcément un sens, mais c'est un formulaire qui nous permet, par exemple, de collecter une notification de malaria de palu. Donc, où on donne un case ID, patient name, l'âge, le genre, les coordonnées, la date, le diagnostic et puis le traitement. Donc, je pourrais saisir ça directement ici dans DHS2, mais l'idée, c'est d'utiliser une autre application. C'est-à-dire, là, j'ai la plateforme DHS2, mais j'ai une autre plateforme, le Comkia, que je vous ai demandé de télécharger là, qu'on va utiliser pour, j'ai le même type de formulaire dedans et tout. Vous allez voir, c'est ce formulaire-là. J'ai le même type de formulaire qui a les mêmes questions où je peux, par exemple, enregistrer un patient, etc. L'idée, c'est d'enregistrer les données, par exemple. On va simuler une intégration entre les deux systèmes. Donc, d'enregistrer les données sur l'application Comkia. Et ensuite, on a cette troisième plateforme qui est entre les deux, qui s'appelle OpenFN. Cette plateforme-là va recevoir les données et tout. À travers un trigger, il va identifier les données, faire du mapping, vérifier si la donnée n'existe pas déjà dans DHS2, et puis pousser la donnée vers DHS2. Donc, pour faire ça, c'est pas dans la salle si les gens ont réussi à télécharger l'application. Sinon, c'est pas grave. Donc, si vous téléchargez l'application et vous arrivez à vous connecter, à mettre ces codes-là, normalement, vous aurez quelque chose comme ça. Vous aurez quelque chose comme ça, et puis vous avez, comme je l'ai montré, le formulaire là. Donc, ce formulaire, je peux le saisir. Donc, je peux donner un case ID. Donc, je peux faire ça. Je donne un case ID. Un patient name. Donc, la même travail. Peut-être il a quoi, 6 ans. Et tout. C'est un homme. Et l'application nous permet, par exemple, c'est d'avoir, par exemple, nos coordonnées GPS directement. Ensuite, je peux mettre la date, on est le 10. Lui, 10 non sévère, par exemple. Et tout. Ceux qui réussissent à télécharger, vous pouvez aussi tester. Je vais mettre juste du paracétamol, par exemple, comme traitement. Et une fois que je fais ça, est-ce que ça a besoin d'être suivi? Je fais non, je finis. Donc, vous voyez, cette application, elle est complètement offline. Elle me permet de saisir les données
du formulaire, etc. Supposez, par exemple, vous êtes dans un centre de santé ou dans une communauté, etc., vous faites une enquête, vous pouvez faire ça. Et une fois que c'est bon, vous voyez qu'il a envoyé les données vers le serveur. Et le serveur, lorsqu'il reçoit les données, lui aussi, ça va être le serveur comme Pierre, lorsqu'il reçoit les données, lui aussi, il va pousser les données vers celui-ci. Je peux voir l'historique, normalement, c'est instantané et tout. Il vient de tout de suite à 13h18, il vient d'envoyer, ça veut dire, si j'ouvre ça, il a reçu les données, je peux même ouvrir, voir les détails, et puis à la fin, il a créé les données. Vous allez voir qu'il a poussé les données avec les valeurs qu'on vient de rentrer là, vers DHS2. Ce qui veut dire que si je reviens vers DHS2 ici et que je ferme ça, je devrais retrouver sur cette liste le patient qu'on vient de saisir. Je demande ça pour dire, pour ce patient-là, il doit être quelque part ici. Ouais, c'est lui. On vient, ok, voilà, on a des données, etc., qui sont poussées dans DHS2, et à partir d'ici, on peut avoir le dashboard, et les dashboards sont automatiques. Au fur et à mesure que tu reçois les données, l'analytique se génère et tu vas pouvoir voir directement l'analytique, etc. Je présente ça parce qu'on est tous IT, on peut être appelé à intervenir dans certains domaines. On n'est pas obligé de tous utiliser le même outil dans tous les différents contextes, mais on doit faire en sorte que lorsqu'on met en place un outil qui puisse communiquer, par exemple, envoyer les données au système d'information sanitaire national ou communiquer avec une application de notre hôpital, etc. D'où il faut penser à l'interopérabilité de cette application. Ça va être à la fois envoyer des données, pouvoir envoyer des données et pouvoir recevoir des données. Donc, si vous arrivez à de toute façon, je partagerai le truc, il est en ligne. Je pourrais éventuellement donner des accès, je pourrais tester pour voir ce que ça va donner. C'est tout. Donc, je vais terminer juste par une petite conclusion avant les questions. Donc, c'est juste les principaux enseignements à retenir de ce qu'on vient de dire là. Donc, les systèmes d'information de santé sont vitaux pour gérer, analyser et améliorer la prestation de services de santé. Il faut toujours penser à l'intégration de données lorsqu'on est en train de développer nos différents outils ou de déployer une solution au niveau d'une structure. L'hébergement cloud, ça offre des solutions évolutives, quoique pour des questions de souveraineté de données, il peut y avoir aussi de l'auto-hébergement et tout. L'interopérabilité est importante. Donc, il faut penser à comment votre application que vous mettez en place ou que vous déployez va communiquer avec les autres systèmes. Donc, il faut respecter les normes qui sont définies. Il y a des normes internationales qui sont définies pour stocker et transmettre des données de santé. Donc, tout ce qui est FHIR, HL7, OpenHI joue un rôle déterminant dans la facilitation des échanges de données pour que les différents outils puissent parler entre eux. Donc, voilà. Donc, et la gestion des grands ensembles de données, ça nécessite une gouvernance appropriée, des outils avancés, par exemple comme Apache, NiFi, OpenWin, et aussi respecter les pratiques en matière de stockage, de sécurité, de récupération des données après sinistre et tout ça, pour éviter que le système que vous gérez, un jour vous avez un incident et que vous perdez toutes les données, il n'y a aucun moyen de pouvoir récupérer. En termes de tendance, donc, avec l'IA et l'apprentissage automatique, l'IA, par exemple, le DHS2, par exemple, actuellement, il y a des projets qui sont en train d'être développés. Je suis même en train de travailler sur un projet où, au lieu de construire manuellement les dashboards, aller les interpréter, on peut mettre en place un chatbot ou autre qui va aller chercher les données, les analyser, etc. Donc, ça, ce sont des pistes que vous pouvez explorer aussi, que ce soit la blockchain, l'IoT. L'IoT, c'est beaucoup utilisé pour les capteurs, par exemple, dans les chaînes de froid et autres, qui peuvent être utilisés pour faire un suivi en temps réel. Et ces données-là doivent être poussées dans différents systèmes. Toujours penser à l'intégration de données, mettre en place des API sur vos différentes solutions que vous développez. Voilà. Donc, investissement sur l'interopérabilité, toujours avoir l'équilibre entre le cloud et l'auto-hébergement, mettre en place
une bonne gouvernance de données et tout, et adopter les nouvelles technologies. Voilà. J'ai ajouté quelques références que vous pouvez lire après, qui ont permis de faire cette présentation. Bon, la plupart sont en anglais, mais je pense que maintenant, avec l'IA, c'est facile de traduire. Voilà, je partagerai après si vous avez des questions. Et j'ai mon contact ici. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne ou... Ok. Je pense qu'ici, c'est bon. Les questions ou bien faire la première partie. Je pense qu'il y a quelqu'un en ligne. Oui, il y avait une question tout à l'heure là, dans le chat. Ok, 2 secondes, je vais retrouver le chat. Il demandait, M. Mamadou Paté Diallo, il demandait est-ce qu'un tel outil peut être utile pour la surveillance maritime? Pour la surveillance maritime, je ne sais pas, ça va dépendre de ce que vous voulez collecter.